Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre 135e briefing. Voilà, ça commence à en faire un certain nombre, donc on est content de continuer à le faire et surtout d'avoir un public aussi fidèle et nombreux. Alors aujourd'hui, une configuration un peu particulière, puisque une fois de plus, Arnaud et Igor sont par Mont et par Vaux. Alors avec une petite difficulté, on a pour l'instant Arnaud et Igor sans avoir des difficultés à se connecter. Donc on essaie de l'avoir en cours de briefing, mais je crois que Arnaud a déjà pas mal de matière aujourd'hui. Donc, on va commencer par lui en espérant qu'Igor puisse se connecter. Donc, Arnaud, nous sommes tous oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, une actualité en ce qui me concerne assez dense, avec tout d'abord dans le domaine économique de nouvelles sanctions américaines annoncées hier, des sanctions qui frappent 120 personnes physiques et morales issues d'une vingtaine de pays, et ce en lien avec les actions de la Russie en Ukraine, je cite. Le communiqué du secrétaire d'État Blinken. Alors, s'agissant des structures russes stricto sensu, notamment visées des entreprises contrôlées par l'oligarque Alisher Ousmanov, Megaphone, l'opérateur téléphonie mobile, Metallo Invest, qui est un grand groupe métallurgique russe. Parmi les personnalités russes de premier plan qui ont été ajoutées hier à la liste des sanctionnés américains, on peut relever M. Marat Khousnoulin, le vice-premier ministre, sans doute en raison de son escapade matinale récente avec le président Poutine à Mariupol. Et enfin, ce qui attire mon attention également, ce sont plusieurs filiales de Rosatom, en particulier Rosatom Overseas, Tochmash, l'usine de Kovrov. Alors, que les choses soient claires, ce n'est pas Rosatom en tant que tel qui est visé, mais de mon point de vue, en tout cas, c'est un premier signal qui vise, semble-t-il, à dire qu'il n'y a pas de groupe intouchable. Par ailleurs, donc, ont été placés sur les sanctions américaines des ressortissants et des entités arméniennes, chinoises, du Kazakhstan également, et puis il y a la fameuse Banque internationale d'investissement basée à Budapest, fondée par des Russes à l'origine et qui est à Budapest depuis 2019. Eh bien, elle a été placée sur la liste SDN. L'annonce en a été faite d'ailleurs de façon assez spectaculaire et inhabituelle par l'ambassadeur américain en Hongrie, avec des accusations assez lourdes à l'égard de cette structure et plus généralement à l'égard du pouvoir hongrois qui est accusé ou soupçonné de mener une politique déloyale envers l'Occident et trop proche de la Russie. J'y reviendrai, ou Igor y reviendra s'il le peut, dans la partie internationale, hein, puisque cette annonce coïncide avec la visite du chef de la diplomatie hongroise à Moscou. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir annoncé des sanctions hier, le Royaume-Uni également, qui a inclus 14 personnes physiques et morales dans ses listes, dont des ressortissants chypriotes, soupçonnés de faciliter les opérations de Roman Abramovich en Occident. Enfin, l'Union européenne, aujourd'hui, a annoncé des sanctions contre Wagner. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça peut vouloir dire concrètement, mais sans doute s'agit-il plutôt d'une mesure symbolique. Deux chiffres encore au chapitre économie. D'abord, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine, qui a augmenté de 38% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année dernière. Cela représente, sur les 3 premiers mois de l'année, 53 milliards de dollars. Cela confirme donc la tendance observée l'année dernière. L'année dernière, pour rappel, les flux bilatéraux s'élevaient sur l'ensemble de l'année à 190 milliards de dollars. Enfin, l'inflation, dont on se souvient qu'elle était un motif d'inquiétude pour les autorités et la population russe, eh bien l'inflation a reculé de façon spectaculaire au mois de mars à 3,51% en rythme annuel,
contre 10,99 en février. Donc on voit qu'il y a un recul tout à fait notable qui s'opère s'agissant de l'inflation alimentaire et non alimentaire. J'en viens maintenant au sujet politique intérieure, au sujet relatif à la société russe, avec un grand sujet qui est le sujet de la semaine et peut-être plus. Il s'agit du vote par le Parlement russe, d'abord à la Douma d'État, puis le lendemain au Conseil de la Fédération, d'amendements qui a une loi existante qui permet d'envoyer des ordres de mobilisation par voie électronique via le système Gosuslug qui est utilisé par des millions de Russes pour effectuer des démarches administratives. Que faut-il retenir des nouvelles dispositions? Tout d'abord, qu'une fois l'ordre envoyé, le mobilisable se voit interdire de quitter le pays. En l'absence de compte sur ce système, sur cette plateforme Gosuslug, et où en cas de suppression du compte par les personnes concernées, eh bien, l'ordre électronique sera tout de même considéré comme valide au bout d'une semaine. Je rappelle que jusqu'à présent, les ordres de mobilisation devaient être remis en main propre, ce qui permettait d'ailleurs à de nombreux Russes, et ce qui a permis à de nombreux Russes à l'automne dernier de les ignorer, de déménager, voire de quitter le pays. Autre disposition significative, donc le projet de loi, dans sa nouvelle version, prévoit que ceux qui ignorent ou qui fuient leur convocation se verront interdits de vendre, de transférer à leurs proches ou de louer leur logement. Ils ne pourront plus enregistrer ni détenir de voiture. Et les personnes concernées qui ne se présenteraient pas au commissariat militaire dans un délai de 20 jours après l'émission de l'ordre de mobilisation ne pourraient plus travailler en tant qu'entrepreneur ou travailleur indépendant, recevoir, contracter des prêts ou enregistrer des logements. Donc on voit que l'arsenal répressif, en l'occurrence, c'est assez impressionnant. Alors, comment comprendre d'abord l'empressement à adopter ces amendements? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, une remarque, je crois qu'aucun Russe ne croit que les récentes modifications procèdent d'une simple optimisation administrative ou technique. Ça, c'est le premier point, même s'il s'agissait aussi, semble-t-il, de tirer les conséquences des ratés, entre guillemets, de la première vague de mobilisation et aussi d'étendre, entre guillemets, les acquis de la digitalisation plutôt efficace, par ailleurs, au sein du gouvernement Mishustin, au domaine militaire. Alors, est-ce qu'on peut en conclure, est-ce qu'on doit en conclure qu'on s'achemine vers une nouvelle vague de mobilisation imminente? Pas forcément, en réalité. Disons que le pouvoir cherche à s'en donner les moyens, également à colmater les brèches. Quel cas de figure pourrait motiver une nouvelle mobilisation? Il y en a deux, en tout cas moi j'en vois deux. Une situation critique sur le front, après une éventuelle offensive ukrainienne, ou à l'inverse, une volonté, le moment venu, de prendre le dessus, y compris numériquement, et ce, plus probablement à l'horizon 2024, après les présidentielles. Alors, c'est un sujet, encore une fois, dont tout le monde parle en Russie. C'est un sujet aussi qui aura des conséquences très importantes pour les fameux relocalisés dont on a parlé lors de précédentes séances. Ce sont ces Russes qui, après le 24 février 2022, ont quitté leur pays. Beaucoup pensaient l'avoir fait provisoirement. Beaucoup, aujourd'hui encore, travaillent à distance pour leur employeur russe. L'une des conséquences probables
de l'adoption de cette nouvelle loi, en tout cas de ces amendements, c'est que la voie de retour se referme, en tout cas, jusqu'à la fin du conflit en Ukraine. C'est quelque chose, à mon avis, de significatif. Trois autres nouvelles qui ne sont pas inintéressantes, mais qui sont évidemment d'une portée moindre que la première. Tout d'abord, une étude réalisée par la Haute École d'économie de Moscou, bien connue et sérieuse, selon laquelle la Russie pourrait avoir besoin de près de 400 000 à 1 million d'immigrés par an jusqu'à la fin du siècle pour maintenir sa population au niveau actuel de 146 millions de personnes. Alors ça dépend encore une fois de divers paramètres, la natalité, l'espérance de vie, etc. Mais on voit que les fourchettes sont assez élevées. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a quelques jours, le chef du comité d'enquête, M. Bastrykine, qui est un personnage clé de l'appareil sécuritaire russe, qui est, on le sait, un ancien camarade de faculté de Vladimir Poutine, s'était exprimé dans la presse au détour d'un entretien, et il avait tenu des propos plutôt hostiles à l'immigration. Il avait prôné en particulier l'introduction d'un impôt spécial substantiel, selon ses termes, pour les employeurs ayant recours à de la main-d'œuvre étrangère, et il avait pointé les tensions sociales liées à l'immigration. Donc on voit que cette contradiction, qui n'est pas nouvelle, entre des réalités démographiques de plus en plus inquiétantes et des considérations politiques intérieures, ce débat est toujours là. Et à mon avis, il n'a pas vocation à s'éteindre en Russie. Le service fédéral de sécurité, le FSB, qui s'exprime à propos de l'affaire Vladlen Tatarsky, ce blogueur militaire qui a été assassiné il y a une dizaine de jours à Saint-Pétersbourg. Le FSB dit avoir identifié un Ukrainien ayant transmis la fameuse statuette farcie, si j'ose dire, en tout cas piégée à Madame Trepova, qui l'avait remise à Vladlen Tatarsky. Donc confirmation selon le FSB de la piste ukrainienne, et par ailleurs lien établi par le FSB, et ce n'est pas une surprise, avec l'opposition dite hors système, et en particulier avec la mouvance d'Alexei Navalny, lequel, soit dit en passant, connaît de nouveaux problèmes de santé, alors même qu'il se trouve à l'isolement. Enfin, un dernier point qui peut paraître anecdotique, mais qui, à mon avis, ne l'est pas tout à fait, et révèle, là encore, une partie du fond de l'air, si j'ose dire. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, Nikolai Patrouchev, personnage très influent, on le sait, à Moscou, a dit aujourd'hui qu'il était inenvisageable que la charia soit appliquée dans le Caucase du Nord, en tout cas se substitue au droit civil. Mais quand on dément, ça veut dire sans doute indirectement que la question se pose, ou en tout cas qu'elle est posée par certaines personnes. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, avec des choses très étonnantes. Cette question sur la charia en particulier, c'est assez nouvelle. Enfin, effectivement, si la question s'est posée et qu'il a fallu démentir, c'est qu'elle devait être assez prégnante quand même. Plusieurs questions de nos auditeurs, notamment sur la mobilisation. De Gérard Lutic, que j'en profite pour saluer, auditeur fidèle. Voilà. Qu'en est-il des Russes mobilisables qui sont déjà à l'étranger? Pourront-ils être astreints à un retour en Russie? Alors, je veux dire, est-ce qu'ils vont déjà recevoir eux-mêmes ce fameux lien par Goslogi, s'ils ont déjà? Et moi, je rajouterais une deuxième question. Est-ce que le fait que visiblement, je crois, dans les sanctions contre les gens, ils ont l'impossibilité de diriger une entreprise en Russie, ou peut-être même de travailler pour des sociétés russes, est-ce que les milieux économiques ne vont pas être alertés par ça, du fait qu'ils ont déjà du mal à trouver localement les compétences, notamment dans l'IT? Alors, il faut rappeler qu'il y a eu un débat ces derniers mois, et on s'en était fait l'écho lors de nos éclairages. Il y avait schématiquement deux lignes politiques. D'une part, ceux qui voulaient punir, entre guillemets, les relocalisés,
c'est-à-dire finalement ces émigrés temporaires ou qui se voyaient temporairement à l'étranger. C'était en particulier la ligne du Conseil de sécurité, la ligne de M. Volodine, le président de la Douma d'État, et d'autres, en particulier à l'administration présidentielle, mais pas seulement, qui soulignaient que les personnes qui avaient quitté le pays l'avaient fait pour diverses raisons et qu'ils n'avaient pas à être considérés comme des traîtres. Donc là, on le voit qu'il y a sans doute un élément de revanche de la part des tenants de la ligne dure, puisque en réalité, on peut penser que ces relocalisés, entre guillemets, qui sont 500 000, 600 000, 700 000, c'est difficile à dire, mais plusieurs centaines de milliers en tout cas, d'Erevan à Tbilissi, en passant par Belgrade ou l'Ouzbékistan, eh bien, ces personnes, a priori, vont recevoir des avis, ou en tout cas, il y a des documents qui vont être émis à leur intention, qu'ils recevront ou pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est précisément que ce document ait été émis, qu'il soit reçu, lu, qu'on en ait confirmé la réception, n'a plus aucune importance. Ce qui veut dire que ces personnes, en réalité, ne rentreront pas en Russie. C'est-à-dire et probablement estimeront a posteriori avoir fait le bon choix, se verront confirmés dans leurs pires craintes. Alors, est-ce que ça aura une incidence économique? Probablement, il y aura des effets immédiats pour une petite partie, mais surtout un effet de plus long terme. C'est-à-dire que les personnes qui gardaient un lien économique avec la Russie, qui travaillaient à distance pour les employeurs russes, eh bien, du moment où elles sont convaincues que cette émigration n'est plus forcément temporaire, ou en tout cas qu'elle peut durer plusieurs années, eh bien, on peut penser que eh bien, peut-être qu'elles iront plus loin et qu'elles chercheront des emplois locaux ou en Occident. Donc oui, là, il y a très clairement une logique politique qui a prévalu sur des intérêts économiques. Merci de ces éclaircissements. On nous interroge également sur la constitutionnalité de cette nouvelle loi, puisqu'il semblerait que la conscription en elle-même ne puisse s'appliquer que si la guerre est officiellement déclarée, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on est toujours dans une opération spéciale. Ça n'a pas l'air d'avoir effleuré les députés qui ont voté Mais à ce n'est pas tout à fait le même l'unanimité la sujet, loi. attention, hein. Encore une fois, il n'y a pas de mobilisation, et a fortiori de mobilisation générale. Les conscrits ne sont toujours pas officiellement, en tout cas, envoyés en Ukraine, et je crois que depuis l'affaire du croiseur Moskva, il y a un an, jour pour jour, les autorités font très attention à ça. Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est une mise en ordre digitale de fichiers de façon, je pense que ça sera conduit de façon aussi rigoureuse qu'a pu le faire le fisc russe, par exemple. Je crois que c'est le but de la manœuvre, en réalité. Je ne vois pas alors je ne suis pas juriste, je le précise, mais je ne vois pas, a priori, de problème de constitutionnalité à ce propos. Peut-être qu'il pourrait se poser s'il y avait une intention rétroactive. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça le sujet et le problème en réalité. Alors, nos observateurs réguliers nous indiquent que certains Russes ont pensé à se dépropisquer avant de partir, donc en fait à se désenregistrer de cela, mais je pense que c'est une minorité probablement. Oui, puis là aussi, est-ce que ça suffirait? Est-ce que ça suffira? C'est pas sûr. Il y a beaucoup de Russes qui ne sont pas enregistrés. Et les nouvelles dispositions prévoient donc que les personnes sont fichées, entre guillemets, selon leur lieu de résidence réelle, ce que les Russes appellent место фактического проживания. Donc, je crois que si vous avez été citoyen russe, que vous avez reçu un jour un document d'identité, un permis de conduire, autre chose, vous êtes dans les bases. Et fortiori, si vous êtes enregistré au commissariat militaire, vous êtes dans les bases et il n'est pas très difficile d'émettre un document, surtout s'il n'est plus remis en main propre et en version papier. Donc, je ne suis pas certain que
ce soit suffisant. Et on l'a dit, le fait de supprimer son compte sur Gosuslug ne vaudra pas oubli, si j'ose dire. Alors, une question qui est au croisement de deux points que tu vas évoquer, puisqu'on nous dit, si la Russie a des problèmes avec la natalité, est-il judicieux de sanctionner les hommes qui ont choisi de quitter la Russie temporairement? Sous-entendu, j'imagine, ce sont des hommes en âge de fonder une famille. Bon, c'est difficile à répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la démographie russe, la démographie, c'est comme un gros paquebot, hein. Il est très difficile d'inverser les tendances ou de les corriger. Je renvoie, si je puis me permettre, à plusieurs articles que l'Observatoire a publiés ces dernières années sur le sujet. Il y a eu, on le sait, une embellie, hein, à partir du milieu des années 2000 jusqu'il y a 5-6 ans, avec un taux, d'une part, qui s'expliquait par une baisse de la mortalité, une natalité plutôt en hausse, et surtout l'existence, la présence d'une génération de femmes en âge de procréer plutôt nombreuses, elles-mêmes le résultat de politiques volontaristes lancées au milieu des années 80. Alors depuis, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, cette génération nombreuse sort de l'âge de procréation. Donc là, on entre dans une phase de creux démographique qui résulte du creux des années 90 en réalité, hein. Il y a eu peu de naissances dans les années 90. Donc aujourd'hui, moins de femmes en âge de procréer, ça c'est le premier point. Il y a aussi le Covid. Je rappelle que la Russie a été particulièrement frappée, probablement autour d'1 million de décès. Et puis, il y a évidemment l'opératon militaire spécial et ses conséquences directes, létales, et conséquences en termes d'immigration. Donc, la démographie russe redevient un sujet d'inquiétude majeur pour les autorités du pays. Et très honnêtement, on ne voit pas très bien ce qui pourrait inverser la tendance à court terme, sauf à procéder à une immigration massive, dont on voit, je l'ai dit, qu'elle est sensible, hein, en Russie comme ailleurs. Évidemment, l'autre option, c'est la comptabilisation des personnes se trouvant sur les territoires annexés. Évidemment, ça devrait rapporter quelques millions de personnes, sur le papier en tout cas. Il faudrait voir aussi, je dirais en termes qualitatifs, si les personnes concernées, au-delà des aspects légaux et des aspects moraux de la question, si ces personnes, par exemple, sont en situation de raviver, si j'ose dire, la natalité, ou si on parle plutôt de retraités et de personnes âgées. Alors, je vois avec plaisir qu'Igor a réussi à se connecter. Donc, d'ici quelques instants, on va pouvoir te révéler. J'ai encore une ou deux questions qui te concernent davantage, Arnaud. Alors, la question, je pense, était déjà posée au moment de la première conscription, mais on nous demande si un Français devient russe, y a-t-il des conséquences? J'imagine que oui, puisque s'il devient russe, et il doit être mobilisable comme tout le monde s'il en a l'âge, en tout cas, et les capacités, et en particulier ses enfants, j'imagine. Alors, je ne suis pas spécialiste des questions de nationalité, mais il me semble, et je crois que des cas se sont posés s'agissant d'autres nationalités que les Français, mais je ne vois pas pourquoi les Français feraient exception, ou d'anciens Français. Donc, il est probable que des citoyens français qui auraient fait la démarche d'obtenir la citoyenneté russe ces dernières années, qui sont donc citoyens russes, eh bien, soient astreints aux mêmes règles que les autres. Alors après, l'application, c'est à voir. Est-ce que les Russes sont prêts à intégrer dans les rangs de leur armée des personnes ayant la nationalité de pays dits inamicaux? C'est à voir. Mais d'un point de vue juridique, je ne vois pas pourquoi la question ne se poserait pas. Ouais. Ça concerne donc également les binationaux, puisqu'on nous pose Très également la question. vraisemblablement. Très Ouais. vraisemblablement. Ouais. On nous parle aussi, alors j'en ai pas entendu parler, est-ce qu'un de vous deux en a entendu parler? On parle d'un visa idéologique. Qu'en est-il? Qui pourra prétendre à ce visa? Sera-t-il ouvert aux pays dits inamicaux? Je dois confesser ne pas avoir vu passer cette information. Bon.
On va creuser la question, ça ne me dit rien. Donc, si on cherche quelque chose. Alors, pour revenir sur les premières parties de ton truc et sur les sanctions, euh, on me demande la question, est-ce que les sanctions occidentales peuvent-elles toucher les citoyens de ces pays eux-mêmes? Oui, Alors, puisque la question, c'est tu parlais des Chypriotes, des oui, citoyens oui, oui. européens, donc Ce qui oui, est oui. très intéressant et très nouveau, alors, enfin, très nouveau, oui et non, mais quand même intéressant, c'est que des citoyens de pays tiers sont frappés par des sanctions américaines ou britanniques. On ne parle pas là de sanctions européennes. Mais le cas s'était déjà posé. On sait que les Américains avaient notamment sanctionné de mémoire l'ancien directeur financier, qu'il est peut-être toujours d'ailleurs, de Rosneft, un ressortissant belge. Donc, mais ce sont des sanctions américaines ou britanniques, le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Union européenne. Alors, question sur les sanctions également. Quel est l'objectif majeur de ce nouveau temps de sanctions dans le cadre du conflit? Les effets me semblent très faibles tenant compte des nombres de sanctions en cours déjà. C'est plus par habitude, c'est la teneur de la Oui, question. merci. Le fait de ne plus adopter de sanctions régulièrement pose problème politiquement et médiatiquement, d'autant que l'Ukraine en réclame de façon très régulière. Comme on le disait avec Igor précédemment, tout ce qui était raisonnablement sanctionnable, même si on peut s'interroger sur ce qui était raisonnable en réalité, eh bien, a déjà été sanctionné. Donc aujourd'hui, l'approche, c'est plutôt de colmater les brèches, de frapper les circuits de contournement des sanctions précédemment adoptées. C'est ça, je dirais, à ce stade, la logique. Mais c'est une logique qu'il est difficile, voire impossible d'arrêter, encore une fois, hein. Il y a un effet d'emballement, un effet d'inertie, et que ça ne produisent pas d'effet immédiat contre la machine de guerre russe n'est plus audible finalement par le grand public occidental. Donc ça va continuer, ça va continuer. La question, c'est l'après, parce qu'il y aura un après. Ce conflit se terminera un jour. Et la question de ce qui restera des sanctions, ce qui sera éventuellement négocié, se posera. À ce propos, il y a un point assez intéressant que je n'ai pas mentionné dans mon intervention, qui a fait l'objet d'une fuite, entre guillemets, dans la presse allemande, cette fois-ci. D'après Die Welt, les services juridiques de l'Union européenne seraient arrivés à la conclusion qu'il n'était pas possible de transférer à l'Ukraine les réserves de la Banque centrale de Russie actuellement gelées. C'est un des volets de la Pardon, politique je n'ai pas sanctions, compris qu'il sera possible ou pas possible. qui ne sera pas possible, qu'il n'est pas Pardon. possible, d'un point de vue juridique, de le faire. Parfait. Merci beaucoup de ces points passionnants et de toutes ces précisions. Reste par là si jamais on a d'autres questions. Bien sûr. Igor, est-ce que tu as plein de choses à nous dire également? Bonjour, oui, désolé du retard à l'allumage, hein, j'avais des soucis techniques. Donc oui, il y a quelques informations. Alors, en vrai dire, pas grand-chose, hein. J'ai un petit peu vraiment cherché des choses un peu fraîches, j'allais dire, à vous exposer aujourd'hui. Euh, Hier, il y a eu, enfin plus précisément avant-hier, la visite du ministre hongrois des Affaires étrangères à Moscou, qui a rencontré Monsieur Novak, donc, qui est vice-premier ministre en charge des questions énergétiques et ancien ministre de l'énergie. Donc un des rares quand même hauts responsables des pays dits amicaux, puisque la Hongrie était rajoutée récemment dans la liste des pays amicaux par la Russie, hein, à se rendre à Moscou. Il a néanmoins fait le déplacement pour évoquer l'agenda bilatéral énergétique entre la Russie et la Hongrie, et notamment s'est entendu avec ses homologues russes pour prolonger les possibilités de livraison de gaz naturel russe à la Hongrie, notamment avec des volumes qui iraient au-delà de ceux stipulés dans les contrats existants et étant encore en vigueur entre la Russie et la Hongrie. Ça, c'était pour le volet gazier. Il y a également un volet nucléaire civil qui a été évoqué, puisque il aurait fait part à M. Likachev, qui est donc directeur de Rosatom, de la nécessité d'accélérer le chantier de la centrale nucléaire de Patch, la centrale nucléaire de Patch 2, deuxième tranche,
que Rosatom est en train de construire en Hongrie, puisque les Hongrois semblent quand même redouter qu'avec avec le temps, le nucléaire civil puisse se retrouver dans le périmètre hypothétique de futures sanctions. Je crois que ça peut être évoqué par Arnaud, alors j'étais pas là sur la première partie de briefing, mais de nouvelles sanctions ont été prises par les États-Unis, et notamment des sanctions qui touchent les opérateurs des filiales de Rosatom. Donc on voit que l'étau, entre guillemets, se resserre. D'ailleurs, la réaction de Washington s'est pas fait attendre, puisque les Américains ont mis sous sanction un certain nombre de responsables hongrois et de filières et d'entités hongroises qu'ils accusent bien, de ne pas jouer le jeu des sanctions et de violer le périmètre de ces sanctions prises contre la Russie. Deuxième information, c'est donc la poursuite, continuation de l'affaire des fuites documents américains. Alors, on apprend un peu plus tous les jours, mais on apprend que dans ces documents, il y a des révélations assez embarrassantes pour des alliés des États-Unis, comme l'Égypte ou la Turquie. Dans ces documents, manifestement, il ressort que ces pays se livreraient à des opérations qui sont assimilées à des contournements de sanctions, pour la Turquie en tout cas, notamment à travers le commerce de technologies et de biens sous sanctions et donc interdits de transfert à la Russie. L'Égypte aurait même envisagé, d'après ces documents, de livrer une certaine munition à la Russie. Et quant aux Émirats arabes unis, ces documents évoquent une intensification de la coopération entre les services spéciaux russes et émiriens. Donc une fois de plus, je rappelle que dans le cadre dans le type d'affaires, il faut évidemment toujours prendre énormément de recul parce qu'on est toujours très proche de la manipulation, qu'il y a toujours des doutes sur l'authenticité des documents, qu'il y a des doutes sur les données qui figurent sur ces documents, mais néanmoins, cela est suffisamment sérieux pour être évoqué dans des grands titres de la presse anglo-saxonne, qui rappellent et qui citent anonymement des sources officielles qui s'inquiètent et s'émeuvent des informations qui sont divulguées dans ces fuites. D'après ces documents, toujours, les États-Unis n'envisageraient pas la possibilité de pourparler cette année entre la Russie et l'Ukraine, autrement dit d'après les analyses du Pentagone, parce que je rappelle que ces documents sont attribués au Pentagone. Raisonnablement, il n'est pas possible d'envisager quelconque pourparler, je parle même pas de pourparler de paix, mais même de pourparler de cessez-le-feu pour 2023 entre la Russie et l'Ukraine. D'après les enquêteurs, en tout cas les premières, ce qui ressort des premières enquêtes sur l'origine de ces fuites, il semblerait qu'elles pourraient être attribuées à un personnel militaire américain stationné sur une base américaine, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les enquêteurs, évidemment, travaillent, essaient de chercher d'où proviennent ces fuites, avec les difficultés, évidemment, que l'on peut imaginer, puisque je rappelle que ces fuites seraient intervenues en réalité il y a plusieurs semaines, au moins 15 jours, 3 semaines. Simplement, pendant très longtemps, elles sont passées inaperçues, elles ont commencé à remonter, à devenir virales depuis seulement quelques jours sur les réseaux sociaux pour les fuites qui sont connues. Je rappelle qu'il y a toujours de fortes suspicions que d'autres documents seront diffusés dans les jours à venir sur les réseaux sociaux. Troisième information, c'est le tribunal de La Haye qui a condamné la Russie à dédommager Naftogaz, l'opérateur énergétique ukrainien, pour les pertes d'actifs subies lors de l'annexion de la Crimée en 2014. La condamnation a condamné à payer la somme de 5 milliards de dollars de dommages à Naftogaz. Alors, bon, ça paraît être un petit peu, comment dirais-je, l'annexion de la Crimée, c'est il y a 10 ans, ça remonte. Néanmoins, ça crée un précédent et qu'on pourrait imaginer un précédent qui pourrait se décliner ensuite sur d'autres territoires dont l'Ukraine pourrait perdre la jouissance. C'est pas aussi la première fois que la Russie, en tout cas Gazprom, a été condamné par le passé aussi à payer des dédommagements à l'Ukraine pour des questions de contrat et de volume. Mais là, on voit que le tribunal de La Haye a persisté sur ce dossier, donc avec une condamnation à hauteur de 5 milliards de dollars. Et enfin, c'était évoqué par Arnaud dans les réponses qu'il donnait aux questions. Effectivement, le quotidien allemand Welt, cet après-midi, qui publie un article assez dense sur l'état des lieux, en gros, des recherches de la part de la Commission européenne pour essayer de faire fructifier, enfin, que faire des actifs russes gelés, ce qu'on a trouvé, comment les faire fructifier, quel cadre légal. Donc, les juristes de la Commission continuent de plancher sur ces questions. Ils en sont, en gros, pas
pas grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'il y a toujours un gros problème. Enfin, en tout cas, le journal évoque des obstacles légaux assez élevés et assez importants que les juristes manifestement n'arrivent pas à surmonter pour essayer de faire fructifier cet argent, notamment qu'est-ce qui se passerait si jamais cet argent qui est mis à travailler en bourse pour apporter des intérêts et quels intérêts serviraient à la reconstruction de l'Ukraine ou à aider l'Ukraine, qu'est-ce qui adviendra si jamais cet argent fond en bourse? Là, ça pose un problème. Et d'autre part, on apprend dans ce papier que la Commission européenne, en tout cas ces agents, continuent de chercher les fameux actifs de la Banque centrale de Russie, qui demeurent assez largement introuvables. Pour ce qui est des oligarques, une chose, eux, ils ont été évidemment déjà ces actifs saisis, en tout cas, ils sont en tout cas dans la détention, enfin, leurs propriétaires n'ont plus accès à ces actifs. Mais pour ce qui est de la Banque centrale, il y a toujours de gros problèmes pour les trouver. Et d'autre part, une des conclusions à laquelle arrive en effet la Banque centrale, c'est que eh bien, cet argent, quoi qu'il en advienne, une fois que les combats cesseront et que la paix sera revenue, eh bien, ces actifs devront être retournés à la Banque centrale de Russie en tout état de cause. Donc pour l'instant, on en est là, et voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Gilles. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, simplement plusieurs auditeurs se font l'écho de l'émotion qui est soulevée par les vidéos de décapitation. Est-ce que ça vous semble pouvoir être un tournant dans l'opinion publique, mondiale, internationale, locale? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, alors, moi, évidemment, vous imaginez bien que j'ai pas eu le cœur de regarder ces vidéos. Donc, je peux pas, comment dirais-je, commenter de manière empirique, hein, le contenu et essayer de donner des éléments pour voir dans quelle mesure il y a manipulation ou pas. C'est vrai qu'on en parle beaucoup sur les réseaux, on en parle ici en France dans les médias, un petit peu, pas non plus beaucoup, mais quand même. L'ONU a évidemment fait des commentaires en expliquant qu'elle était horrifiée par le contenu de la vidéo. Moi, à vrai dire, j'en sais rien. Je pense pas que ça peut faire l'effet, en gros, d'un Boucha ou autre. On n'est pas dans les mêmes proportions. Si jamais c'est ça, en gros, l'idée sous-jacente. D'autre part, pour avoir lu en revanche des commentaires d'experts qui travaillent sur ce genre de matériaux pour les authentifier, les commenter, etc., certains s'étonnent de voir, notamment je dirais dans le décor morbide, mais dans le décor quand même, des éléments qui font penser que cette vidéo a été tournée en réalité pas là maintenant, fin de l'hiver, début du printemps, mais à un autre moment de l'année, probablement l'été dernier. Et donc c'est une vidéo qu'on aurait potentiellement, hypothétiquement déterrée pour la faire ressortir maintenant. Est-ce que il y a eu un habillage, des montages avec des uniformes qui ont été échangés, etc. En réalité, c'est très difficile à déterminer, mais sur l'effet produit, oui, il y a un choc. Maintenant, je doute que ça ait le même choc, le même effet comme je l'ai dit, que Boucha. Merci. Voilà, bon, écoutez, on n'a pas plus de questions. Monsieur le directeur Chinsky, est-ce que tu as des choses à rajouter? Euh, Prévenir une fois encore ceux d'entre vous qui êtes à Moscou que nous avons notre dîner régulier des directeurs généraux ce soir à 20h, mais j'espère que vous êtes inscrits et si vous l'êtes, que vous n'oublierez pas au dernier moment de revêtir votre habit de lumière, votre smoking, votre plus beau nœud papillon, un petit peu comme à l'EHPAD de Paul Morand se trouve aujourd'hui notre ami susnommé, je ne nommerai pas son nom, si Igor. Je crois que c'est une animation médiévale que vous avez ce soir à l'EHPAD Paul Morand, n'est-ce pas? Avec Ouais, des coquillettes en carapace. un thé Voilà, dansant. pour le... Pardon? Un thé dansant. Un thé dansant en fauteuil roulant, c'est toujours plus amusant. Les briefings, éclairage sur l'actualité, la hotline, les newsletters, les conférences conjointes avec nos amis d'outre-Atlantique, l'AmCham, donnant des détails au premier trimestre 2023. Jamais les Américains n'ont aussi vendu sur le marché russe. N'est-ce pas, mon cher Arnaud, tu confirmes? Je Je te sens confirme. circonspect, Oui. sans mauvais jeu de mots.
Voilà. Et puis l'agenda ESG en Russie, il reste d'actualité dans le contexte du développement des nouveaux partenariats avec les pays d'Eurasie, avec la participation de notre grand ami Andriy Sharonov, directeur général de l'Alliance ESG. Et puis une conférence conjointe avec nos amis italiens, cette fois, de Cofindustria, les entreprises étrangères dans le contexte actuel, et notamment italiennes et françaises. Voilà, tenez bon les amis. Pour nos amis orthodoxes, bon week-end pascal. Pour nos amis catholiques, bon prolongement du week-end pascal. Profitez bien du printemps tel que nous en profitons à Moscou actuellement et au plaisir de vous retrouver nombreux, frais et dispo lundi prochain, 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris. Merci. Et pour tous les athées et agnostiques, un bon week-end également, bien ensoleillé. C'est important. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Hamdoulillah. À bientôt.